J'ai toujours cette peur d'être arrivée quelque part. Je crois que quand on oublie qu'on va mourir ou qu'on a que rien n'est acquis, on devient un peu con, pardon. Mais je crois que non, mais je pense ça qu'il raison, faut et que le succès ça englue et que ça rend très immodeste et que j'aime bien cette idée. Alors pas de casser, mais simplement de repartir, tu vois, de redevenir petite avec des envies. Ça me parle beaucoup et je trouve ça très stimulant en fait. Je suis Solène Niederkorn. From Within est le podcast dérivé de FinScale. Il vient compléter mon exploration des transformations à l'œuvre en finance en s'intéressant cette fois-ci à ce qui change avec nous, en nous et entre nous. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Catherine Barba, je suis très heureuse de t'accueillir sur From Within. Bonjour Solène. Podcast. Bravo. Très heureuse. On célèbre, bravo, c'est la fête. Écoute, c'est le tout premier, donc ça va être un petit peu le crash test. Tu vas m'aider à explorer ce nouveau format que je lance. Je suis très honorée que tu aies accepté cette invitation que je t'ai lancée il y a pas mal de mois, pardon. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui te connaissent pour ton côté très pétillant, pour ton énergie, pour ta passion pour l'entrepreneuriat, parce que ça fait des années que tu entreprends. Plein d'aventures, je pense que nos auditeurs connaissent. Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En 30 ans, c'est pas mal. Avec une expérience aux États-Unis également, à New York. Moi, j'ai été intéressée de comprendre la Catherine de derrière, celle dont on parle moins, pour essayer de comprendre un petit peu tes ressorts, ce qui t'anime. Finalement, qui est cette Catherine derrière la Catherine entrepreneur et investisseur ? Ah, tu vas être déçue, hein, parce que je suis ce que je montre. Tu donnais des adjectifs, je sais pas, pétillante, très active, énergique, enthousiaste. Oui, c'est moi, clairement, c'est ce que je suis, ce que les gens qui me connaissent bien disent de moi. Peut-être qu'on sait moins, c'est pourquoi je suis comme ça, d'où ça me vient, tu sais, quels sont les ressorts finalement de cette énergie-là. Et ça vient probablement du fait que quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, j'ai été malade. J'ai eu un cancer et j'ai survécu. Et je pense que depuis, chaque jour est un cadeau. Chaque jour, je suis en gratitude. Tu vois, finalement, rien n'est grave, au fond. Et j'ai une vitalité qui m'habite profondément. Donc ça vient probablement de là, je pense. Et puis, une autre chose qui donne mon énergie, on en parlera peut-être, mais c'est ma foi, bien sûr. C'est ma vie intérieure. Une chose qui m'apporte énormément de force, même si c'est cette petite spéléologie intérieure qui vient me reconnecter à un lac de grande paix. Tu vois, on me connaît comme quelqu'un peut-être d'agité, mais il y a une très grande paix au fond de moi. Et quand je me reconnecte à cette présence aimante qui est en moi, alors ça me donne de la force et ça me donne de la joie. Ouais. T'as toujours eu cette paix intérieure, cette foi ? Ou c'est venu comme ça ? Je pense que c'est probablement venu quand j'étais à Gustave Roussy, sûrement. Hein. Je me disais, c'est pas marrant ce qui m'arrive, mais je ne suis pas seule. T'as toujours eu ce sentiment-là ? Je l'ai eu à ce moment-là, je pense. Un jour, cette rencontre, tu sais, c'est comme une rencontre de quelqu'un, en fait. Hein. Une rencontre qui illumine ta chambre, un soir qui illumine ta vie et qui t'épate tous les jours. C'est mystérieux, mais donc ça m'accompagne. C'est quelque chose d'important. Tu vois, je fais pas de prosélytisme, hein, on en parle parce qu'en plus, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est connus. Ouais. Mais je pense que l'énergie que je passe, que je transmets, qui transpire de moi, elle vient sûrement de ma foi aussi. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que moi, je ressens ça depuis toujours. Alors, j'ai pas eu, heureusement, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais j'ai toujours senti en moi une force. Et les gens me disent, mais c'est incroyable, d'où tiens-tu cette énergie ? Et je sais pas vraiment comment expliquer. J'ai l'impression d'être une sorte de canal qui transmet de l'amour autour de moi. C'est chouette, c'est un peu aussi notre vocation, je pense. Mais moi c'est, pardon s'il y a des auditeurs que ça agace, mais moi, c'est Dieu et la source qui empêche mon cœur de sécher. Et alors ça, tu l'as porté depuis que tu es toute jeune. Comment ça t'a amené à évoluer ? Comment ça t'a suivi au cours de ta vie personnelle, professionnelle aussi ? Je sais pas. Après, il y a le quotidien, il y a les gens, la chance des rencontres, il y a le sens et le goût de l'effort qu'on t'a transmis quand tu étais plus jeune. Il y a la confiance que t'ont tricoté ou pas tes proches qui étaient petites. Moi, j'ai la chance d'avoir eu à la fois de la confiance qui m'a été donnée, forte, par mes parents, par mon entourage familial. J'ai eu la chance d'apprendre à l'école. J'étais dans une super école qui m'a donné vraiment le sens de l'autodiscipline, le sens de l'effort,
l'exigence intellectuelle. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, hein, parce que ça, c'est cadeau aussi. Ça. Ah, c'est de la chance, tu penses ? Bien sûr. Moi, je pense pas que c'est de la chance. Je pense que c'est plutôt toi qui attire, d'une certaine, par magnétisme, les gens autour de toi. Et tu penses pas que c'est... Peut-être, mais au moment où tu croises quelqu'un et dans ton parcours de vie, tu te sens pas, ton réservoir de confiance est bas, ou alors tu commences dans la vie, je pense à nos enfants par exemple, tu peux avoir beaucoup de potentiel, mais tu n'as pas réalisé grand-chose. Tu vois, moi je pense que les stagiaires qu'on a, ils sont formidables, mais ils n'ont pas fait grand-chose. En revanche, c'est vrai qu'il y a des personnes que tu croises et tu portes sur elles un regard de confiance. Parce qu'elle t'attire, parce que tu crois en elle, et par une espèce de magie, elle se hisse à la hauteur du regard que tu portes sur elle, et elle se découvre capable de faire, elle se découvre capable d'action. Mais c'est une chance. Puis on peut se tromper aussi. Alors si on reprend un petit peu les différentes étapes de ton incroyable aventure entrepreneuriale depuis le tout départ, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti au fond, des moments qui t'ont marqué, ou au contraire tu as eu des rebonds fantastiques? Est-ce que tu peux nous citer quelques moments phares dans cette expérience entrepreneuriale, dans ces expériences? Sur mon chemin, comme pour celui de nous tous, hein, le tien, le nôtre à tous, ce sont les personnes que l'on croise. Tu vois, chance ou pas. Mais je savais absolument pas que je voulais travailler dans Internet il y a 30 ans de cela, à une époque où ça n'existait pas, à vrai dire. Hein. Moi, j'ai fait partie des pionniers d'Internet. Et c'est par chance, c'est parce que j'avais fait un mémoire de fin d'études en fin d'école de commerce. C'était à la fois mon mémoire de fin d'études et un concours que j'avais trouvé dans un magazine sur l'arrivée d'Internet en France. Et un concours, voilà, organisé par le syndicat de la presse. Et il y avait une coquette somme à gagner. Je me suis dit, oh génial, je vais faire le concours et ça va être mon mémoire de fin d'études, parce que vraiment, j'avais aucune idée. Et j'ai gagné le premier prix, et la présidente du jury, qui dirigeait une agence média, une très grosse entreprise qui faisait de l'achat d'espaces publicitaires, m'a dit, nous, on achète de la pub en presse, télé, affichage, radio, mais pas ce truc-là, cette e-chose, comment ça s'appelle déjà, le multimédia. Tiens, vous avez l'air débrouillarde, je vous confie ça. Donc ça a été un moment décisif. Hein. C'est quand même un tournant anthropologique décisif, l'arrivée d'Internet dans notre civilisation. Mais j'étais là au tout début, et j'ai accompagné ça avec l'arrivée, on était une poignée au début, à la fin des années 90, et après, quelques années plus tard, une autre rencontre d'un grand entrepreneur qui a réveillé en moi le désir de faire et de porter mon projet. Je savais plus, j'avais oublié que j'étais entrepreneur en fait. Mais je l'étais Tu l'as déjà. Redécouvert, ouais. Je l'ai redécouvert, c'était Marc Simoncini et son associé Thierry de Passemard. Et eux, pareil, je déjeune avec eux. À la fin du déjeuner, ils me disent, tiens, on voudrait te recruter. Et je savais pas très bien ce qu'était leur boîte, ni qui étaient ces gens, mais je me disais, il y a quelque chose à faire avec eux. En fait. Donc, tu vois, donc ce sont des rencontres. Et après, je suis devenue entrepreneur. Et après, j'ai créé une première boîte, revendue, puis une deuxième, revendue. Enfin, c'est un parcours de... La linéarité, c'est... Si je regarde tout ce que j'ai fait... Donc, moi, j'ai travaillé dans l'e-commerce, la transformation numérique des entreprises. C'était ça, mon sujet d'expertise. Moi, je creusais mon sillon comme l'experte française de l'e-commerce et de la transfo numérique du retail. Et en fait, ce qui a guidé ce chemin, je crois, c'est ma curiosité. Je voulais toujours être... moi, mon moteur, je ne sais pas, ça doit être le tien sûrement aussi, Solène, mais c'est d'apprendre. Ouais. J'ai une boulimie d'apprentissage, de connaissances. Et donc, apprendre, comprendre, explorer des choses nouvelles, comme j'ai exploré l'e-commerce, la transfo numérique. Je suis partie ensuite aux États-Unis, tu l'as dit, pour aller voir comment ça se passait là-bas aussi, me remettre en question probablement. Et puis maintenant, j'explore le futur du travail. Je suis une exploratrice. Voilà. Et puis, tu aimes faire des connexions avec les gens. Tu as quand même une capacité extraordinaire à te mettre en contact avec les gens. Il y a tout de suite un lien qui se fait. Mais je crois que nous sommes des êtres de relation. Ce n'est pas propre à moi. Oui, mais tu as une facilité quand même. Nous avons un lien, une capacité à créer du lien. Et je crois que c'est ce qui fait... si on ne crée pas de lien, on ne développe pas cette faculté, on est dans la médiocrité, me semble-t-il. C'est notre capacité. Créer de la valeur, c'est pas simplement créer de la valeur économique, c'est aussi créer une valeur de lien avec ses clients et leur apporter... Alors, c'est un bien grand mot, bonheur, mais je repense à cette phrase. Il y a un monsieur que j'aimais beaucoup qui est parti, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. J'avais croisé dans le boulot, travaillé dans une société du groupe ADO qui s'appelait Zodio.
C'était Jean-François Zobrist et il dirigeait donc Zodio, un site e-commerce de déco. Et il avait dit une chose, ça m'avait beaucoup marqué, c'était il y a 15 ans pourtant, peut-être un petit peu plus, c'est qu'il n'y a pas de performance sans bonheur, ni de bonheur sans responsabilité. Il n'y a pas de performance sans bonheur, ni de bonheur sans responsabilité. Ce que j'ai toujours intuitivement compris derrière cette phrase mystérieuse, c'est que bien évidemment, quand on entreprend, on a quand même un impératif de résultat. C'est le propre des entrepreneurs, c'est d'avoir une visée de résultat. Sinon, c'est un hobby, c'est autre chose. Mais cette performance, cette réussite économique, elle est assortie bien sûr d'une satisfaction profonde de tes clients. C'est parce que tes clients sont comblés, parce qu'ils te recommandent, parce que tu réponds à un besoin prioritaire chez eux, qu'ils vont continuer à acheter chez toi et à parler de toi. Donc c'est ça le mot bonheur comme ça, que j'entends. Et puis bien évidemment, sans une croissance qui est responsable, parce que c'est un impératif et une urgence aujourd'hui. Donc il était sacrément visionnaire. Et tu vois, et c'est quand tu parles souvent d'alignement, mais c'est souvent quand ces 3 planètes sont alignées, la performance, la satisfaction des clients que tu mesures et la croissance responsable, que tu peux dire raisonnablement que tu es dans la bonne voie. Si on revient un petit peu tu parlais de Marc Simoncini, qui est une des personnes que tu as croisées sur ton chemin, ou cette première femme qui t'a fait confiance. Si tu repenses à la façon dont tu as pris ces décisions d'aller travailler avec eux, est-ce que tu saurais nous dire d'où ça vient ? Est-ce que c'est une forme d'intuition ? Est-ce que c'est un fit immédiat qui se fait avec cette personne-là ? Est-ce que c'est de l'excitation sur le nouveau projet ? Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu ce qui a motivé le fait que tu signes avec chacun d'eux ? Oui, c'est une bonne question, parce que je me méfie de l'intuition en général, peut-être à tort, mais je back toujours mes intuitions par plein de paramètres, mais la chance, moi j'appelle ça la chance. La chance des rencontres. Et de toute façon, rien n'est irréversible. Je te parle de ces personnes-là, mais je ne te parle pas des myriades de personnes que j'ai croisées. On a initié quelque chose qui n'a pas abouti. Tu vois. Donc finalement, ça reste une exception, des rencontres exceptionnelles dans une vie. Et alors, tu es cofondatrice, parce que là, maintenant, tu as créé encore une boîte. Oui, il y a 2 ans, qui s'appelle Envie. Tu pourrais rapidement nous expliquer ce que vous proposez et nous expliquer en fait comment tu as rencontré tes cofondatrices. Moi, j'en ai rencontré une des 2 qui est top, que j'ai trouvé formidable. Donc, j'imagine que la 3e est équivalente à vous 2. Forcément. On est la somme des gens qu'on fréquente. Non, mais elles sont bien meilleures que moi. En fait, donc tu me disais, comment est-ce que c'est venu, cette société, cette entreprise-là, la 4e Envie, d'où ça vient ? Qu'est-ce qui était l'étincelle, le déclic ? Oui, et puis pourquoi tu t'es associée avec ces 2 femmes ? Quelles étaient la complémentarité de ces profils ? D'accord. En fait, comme pour toute entreprise, tu le sais, puisque tu es entrepreneur toi-même, une entreprise qui a des chances de marcher, c'est qu'elle répond mieux que les autres aux besoins de ses clients. Je suis rentrée des États-Unis il y a quelques années et j'ai vu qu'il y avait énormément de Français qui avaient envie, une aspiration à se mettre à leur compte, à générer leurs propres revenus en étant freelance, indépendant, consultant. Et je me suis dit, c'est intéressant ce mouvement parce que ça va changer non seulement la vie de ces personnes, mais ça va aussi changer la workforce des entreprises. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ça va marcher pour eux, ces experts ? Parce que quand tu te mets à ton compte, c'est que tu as une très forte expertise. Sauf qu'en général, il y a un sujet, et on en a parlé, qui est laissé en friche, c'est la vente. Et je me suis dit, moi, on avance toujours en s'appuyant sur ses propres forces. Moi, je les connais, les miennes. Je connais mes défauts, mais je m'y attarde peu. Je regarde mes forces, parce que c'est ce qui me fait avancer. Et mes grandes forces professionnelles, c'est que je suis une vendeuse. Je sais vendre. Et vendre, c'est rien moins que écouter. Écouter, comprendre et répondre adéquatement à un besoin. Et donc, je me suis dit, ces personnes-là ne savent pas vendre. C'est fâcheux parce que quand on génère son propre revenu, c'est mieux. Et puis, il faut savoir communiquer, parler de son offre à l'oral, à l'écrit, de façon concise, percutante, qu'on comprenne ce qui est distinctif, ce que tu as d'unique, pourquoi tu es la bonne personne. Et je me suis dit, je suis à ma place si j'aide tous ces Français, un maximum de personnes, à réussir à leur compte. Donc quand j'ai vu je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour réussir ça ? Moi qui connais en fait la pédagogie qu'il faut apporter pour que ça leur soit utile et que ça transforme, il faut quand même des personnes qui s'y connaissent un peu en pédagogie. Et donc c'est là que je suis allée voir Charlotte, qui est une amie de 30 ans, qui était prof dans l'éducation nationale,
agrégée d'histoire et qui a enseigné. C'est toi qui es venue la l'histoire chercher? En fait, on se connaît depuis toujours. Ouais. Tu vois, c'est mon ami on était ensemble en Hippocagne. On se connaît depuis qu'on a 18 ans. Donc, si tu veux, on ne s'est jamais quittés. Ouais. Et je lui ai dit, dis donc, je lance un truc. On n'a jamais parlé de boulot ensemble. Et je lui ai dit, je lance une activité. Peut-être que tu pourrais m'aider parce que non seulement elle avait été prof, donc tous les sujets pédagogiques ne lui sont pas étrangers. Et en plus, elle avait quitté l'éducation nationale pour devenir indépendante. Parce qu'elle est aussi conférencière en histoire de l'art. Et elle vend ses conférences. D'ailleurs, c'est la meilleure. Si vous cherchez une conférencière qui vous emporte, c'est extraordinaire ce que Charlotte fait. Et donc elle m'a dit, tiens, ça m'intéresse. Et on a commencé à discuter. Et quand le projet a commencé, une fois passé la genèse, à devenir concret, elle a dit, moi, j'aimerais bien être responsable de l'école. Je le sens. Donc, on a décidé de partir comme ça. Et l'autre, Karine Malocena, on avait travaillé ensemble pendant 5 ans à New York. On avait monté un très gros événement sur la diversité, sur les femmes leaders, les femmes entrepreneurs. Et pendant donc 5 années consécutives, 1000 participants, des speakers incroyables, des sponsors. Enfin, c'était une vraie belle petite entreprise. Et je me suis dit, il faut qu'on continue parce que j'ai un plaisir inouï à travailler avec elle aussi. Top. Alors, on reviendra peut-être après sur Envie. J'aimerais juste faire un petit stop sur les États-Unis. On en parlait avant d'enregistrer. Moi, à chaque fois que j'y vais, je suis toujours fascinée par cette attention qu'ils ont aux clients, en fait, et la façon dont ils ont à adresser les clients, qui est très différente de ce qu'on a, nous, en France. C'est quoi tes apprentissages, je dirais en surface, mais aussi plus en profondeur, sur la façon dont les Américains gèrent leur business et leurs clients? Alors, c'est pas aussi flamboyant que ça en a l'air. Hein. La vérité, c'est qu'en fin de journée, dans un commerce américain, t'es mal reçu aussi. J'aime bien ce qu'on fantasme un peu toujours, ce qui n'est pas chez soi. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages à faire du business et du commerce en France, finalement, tu vois. Et ce que j'ai gagné en expérience, je l'ai perdu un peu en illusion. C'est pas si fantastique. Tu vois. L'attention au client, elle vient aussi du fait que la rémunération est au type. Donc, forcément, tu as quand même un peu intérêt à être sympa, si tu veux ton pourboire. C'est sûr, ouais. Donc, c'est un peu conditionné. Mais ce qui est pas mal au fond. Non, j'ai découvert que à New York, où j'étais, tout est évidemment très cher. Tout est excessif. Hein. Vous connaissez sûrement, c'est très grand, très bruyant, très cher, très peuplé, très tout. Et que donc, on n'a pas beaucoup de temps pour les relations. Tout est assez transactionnel dans le travail. On a très, très peu de temps. C'est là que j'ai appris à faire des réunions en 20 minutes, en fait. On peut dire tellement de choses. En 20 minutes, je suis devenue extrêmement synthétique depuis. Et en fait, c'est « what do you sell ?» Il faut que tu sois capable de me dire dans un anglais parfait et très ramassé sur à quel besoin tu réponds, qu'est-ce que tu as d'unique et pourquoi toi. Mais vraiment, c'est en 30 secondes. J'ai appris ça. Ça m'a beaucoup aidé à structurer ma pensée et la formulation de ce que je fais, en anglais en plus. Voilà, j'ai aussi découvert qu'il y avait une disponibilité inouïe des C-level, enfin des gens, des patrons de grandes entreprises. En France, je pense que tu peux écrire au patron du CAC 40 sur LinkedIn, mais jamais personne, ou très peu, te répondront. Aux États-Unis, très peu, ils sont même. Oui, peut-être que ce sont les gens qui... Il y a des castes, en fait. Et aux États-Unis, c'est un peu moins marqué. J'ai eu la chance d'avoir des contacts avec le patron de Best Buy, de Target, de Walmart. Les gens t'accordent, d'IBM. Les gens t'accordent volontiers 5 minutes, évidemment. Oui, bien sûr. Efficace. Mais c'est fantastique. Ouais. C'est possible, en fait. Tu vois, ça te dit c'est possible. Donc, j'ai appris ça. J'ai découvert des boîtes très processées, moins innovantes que je ne pensais. Oui. Il y a une très grande puissance de déploiement à grande échelle. En revanche, la capacité à questionner le statu quo et à dire on va faire autrement et à faire porter la dynamique de transformation en fait par chaque collaborateur pour qu'il y ait vraiment, tu vois, que le poids du corps s'abaisse. Une boîte se transforme pas simplement parce que ça part d'en haut, mais parce que chacun est un peu agent du changement. C'était pas très américain, cela. Donc, tu vois, j'ai découvert... Après, j'ai vécu des choses... Je pourrais t'en parler toute la journée. Hein. J'ai eu la chance de donner des cours à Harvard et à Columbia Business School. Et c'était dingue. Beaucoup d'adrénaline, faire le marathon, dîner avec Serena Williams. Donc, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites en restant chez moi. Parce que quand on est à l'étranger, loin de ses bases,
Je crois qu'on est comme une éponge que l'on capte parce qu'on a un sentiment de faim qui est proche finalement. Et c'est bien ça de ne pas l'oublier, que tout s'arrête. Donc ça rend plus curieux, on a les antennes en alerte. Et la place de l'humain aux États-Unis, dans les boîtes avec lesquelles tu as bossé? Je sais pas, je saurais pas te donner de généralité. Moi, je sais juste que j'ai appris à quel point il fallait avoir un discours très efficace, très, tu vois, ça, il n'y a pas de tout ce qui est autour du lien, du sens, de la poésie du lien. En fait, c'est assez peu. On n'a pas le temps, en fait. On n'a pas tellement le temps. Mais ça manque de romantisme. Oui, mais c'est une façon, de toute façon, l'intérêt quand tu vas à l'étranger, c'est de t'adapter à quelque chose d'autre. Et moi, c'est ça qui me plaisait bien aussi. Et puis recommencer un peu à zéro, parce que quand j'y suis partie, j'avais l'impression d'évoluer dans une sphère où je connaissais tout le monde, les gens me connaissaient, les choses étaient faciles, j'avais accès à des personnes incroyables. Et j'ai toujours cette peur d'être arrivée quelque part. Je crois que quand on oublie qu'on va mourir ou qu'on a que rien n'est acquis, on devient un peu con, pardon. Mais je crois que je pense qu'il faut, et que le succès ça englue et que ça rend très immodeste et que j'aime bien cette idée. Alors pas de casser, mais simplement de repartir, tu vois, de redevenir petite avec des envies. Ça me parle beaucoup et je trouve ça très stimulant en fait. Comment tu qualifierais cette 4e expérience entrepreneuriale, donc avec 2 cofondatrices, donc encore différentes de celles que tu as vécues, avec la maturité que tu as, l'expérience que tu as? Est-ce qu'elle est très différente des autres? Est-ce qu'à chaque fois, tu as l'impression d'être à nouveau une petite fille Non, mais ce qui est nouveau, c'est que c'est un univers que je ne connais pas, la formation. Ouais. Je connais la vente, je connais l'entrepreneuriat. Je connais parfaitement ce que je vends. Et je sais que ça a un impact et je mesure ce que je fais. En revanche, il y a une aisance que forcément j'ai moins que sur 25 ans d'e-commerce et de transformation numérique. Ça ne se sent pas. Hein. C'est moins mais parce que j'ai beaucoup bossé. Moi, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Je sais pas toi, mais moi, c'est un syndrome que je ne connais pas parce que je suis workaholic, en fait. Je travaille tellement un sujet. Tu me demandes un sujet... Bon, évidemment, si c'est très, très loin de mon univers, je n'irai pas. Mais je pense qu'on peut tous acquérir un degré respectable de savoir sur beaucoup de sujets, dès lors que l'on y passe du temps, qu'on interroge les experts, que l'on s'intéresse au sujet, tu vois. Et si demain, je veux devenir expert de la physique quantique, en tout cas... modestement, pas même sans les diplômes qui vont avec, je pense qu'on peut acquérir une vraie connaissance de beaucoup, beaucoup de sujets, en fait. Donc ça, c'est pour l'excitation, l'intérêt du sujet, mais tu dirais que, est-ce que ton leadership a évolué? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment maintenant, en regardant par rapport à ce que tu faisais il y a une trentaine d'années? Évidemment, oui. Sûrement, et je te parlais de l'importance de l'écoute tout à l'heure. Je crois que j'ai réalisé que j'avais besoin de mieux écouter les gens avec qui je travaille. J'aime bien parler, mais j'ai besoin d'apprendre l'écoute. Et je crois que je regarde davantage cette nécessité et j'essaye de l'intégrer dans mon quotidien. Donc, je m'améliore, en fait. Non, mais j'apprends. J'ai un leadership qui est plus à l'écoute. Je vois plus le leadership comme un service. C'est vraiment être au service d'eux. Être quelqu'un qui est passeuse de confiance. J'aime bien l'idée d'être un passeur de confiance. Et à mesure qu'on vieillit et qu'on a acquis de l'entre-gens, du savoir, une certaine autorité, eh bien, tout ça se transmet. Ça n'a de sens, au fond, que parce que ça se transmet. Et j'adore ça. Est-ce que tu penses, de temps en temps, alors c'est peut-être pas du tout le cas, à maintenir une posture? Moi, je sais que je le fais quotidiennement, tu vois, de cet exercice de réalignement personnel. Tous les matins, je me pose, je réfléchis à suis-je aligné? Est-ce que les actions de la journée vont être alignées? Et j'essaie de dérouler un peu ma journée et je refais le point le soir. C'est bien. Quelle exigence. Écoute, ça m'aide, ça structure. Super. Est-ce que tu te poses de temps en temps pour réfléchir à cet alignement entre ce qui vraiment te nourrit, ton feu intérieur,
ta vision de la vie que tu souhaites avoir et finalement le quotidien, l'excitation du quotidien, les tâches, etc. Bien sûr. Comme toi, moi, je suis une équilibriste. On est tous des équilibristes, en vrai. Et moi, j'aime bien voir ma vie sous la forme d'un petit tabouret, de 4 pieds, tu vois. Et je le visualise très souvent. Et j'essaye de faire en sorte que chaque pied soit à peu près en équilibre. Le premier, c'est mon travail, justement, qui prend beaucoup de place dans ma vie, mais qui me réalise, par lequel je me construis, je crée de la valeur, je crée du lien. Et vraiment, j'aime ce que je fais. Ouais. Le deuxième pied, c'est ma famille. Mon mari, au premier lieu, ma fille, mes parents, les amis proches, parce qu'ils nourrissent ma confiance, ma joie, mon énergie, ils sont là et ils sont tellement présents dans ma vie. Donc, toujours garder de la place pour eux. Après, il y a tout ce qui est autour du give back, parce que qu'est-ce que ça, c'est quelque chose de très présent aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais pour les autres, le temps que je donne, l'argent que je donne, et sans le crier sur tous les toits, que ce soit des choses... Non, c'est un peu la mascarade de la charité, mais c'est bien de donner. Toi aussi, tu donnes énormément à beaucoup de gens, et je pense que ce mouvement, ce flux sortant, il équilibre. Et après, on en parlait tout à l'heure, moi, c'est ma foi, c'est ma vie intérieure, c'est ma relation au Christ, et qui fait que souvent, je me demande, je visualise mon tabouret, je me dis, oh là là, il y a une jambe, elle est vraiment atrophiée, il faut faire attention. Ouais. Donc, ça m'aide. Et je me dis, je n'ai pas la prétention que tout soit toujours en équilibre, parce que ça n'arrive jamais. Mais je suis, comme toi, je veille à ce que ce soit ancré, en fait, sur les 4 pieds. Donc ça, c'est pour toi, Catherine. Et après, au sein des équipes, parce que j'imagine qu'entre vous 3, vous avez quand même une vision, comment est-ce que vous faites en sorte que ce tabouret, au niveau d'envie, il soit maintenu correctement? Est-ce que vous avez en interne déterminé, je ne sais pas, un screening de signaux faibles pour faire remonter des problématiques éventuellement, pour s'il y a un mal-être dans l'équipe éventuellement, en tout cas le détecter à temps? Mais en fait, moi, je confie ça à ceux qui savent bien mieux le faire que moi. Je ne suis pas un très bon manager, moi. Moi, je suis une bonne entrepreneur, je crois. Je suis une vraie vendeuse et une bonne experte, mais je suis une piètre manageuse. Et je pense que détecter les signaux, organiser, écouter, intégrer, ça, c'est vraiment le boulot de Karine, quoi. Et je me suis souvent entourée de personnes qui savaient faire ça mieux que quiconque. Donc c'est elle qui définit les règles et je m'y plie de bonne grâce parce que je sais qu'elle sait, parce qu'elle l'a fait avant. Donc, mais c'est pas moi qui l'impulse, ça. C'est pas mon fort. Donc ton rôle, si tu devais te donner une casquette au sein de votre équipe de cofondatrices, ce serait quoi? Mais j'ai la vision du capitaine, j'ai le bâton de pèlerin pour aller vendre. Je suis la bizdev de la boîte. Ouais. Parce que c'est très noble de vendre ce que l'on fait, surtout quand ça rend autant service aux gens que l'on sert. Et je communique. Alors, quand on regarde Envie de loin, moi, c'est ce que je fais. Il y a énormément d'interactions avec beaucoup de personnes. On vous voit en contact avec des investisseurs, avec des médias, etc. Comment est-ce que tu décrirais cette entreprise qui est beaucoup plus, je trouve, qu'une simple entreprise de formation? Ça, c'est ma perception. Et quelle est l'image, tu penses, que Envie a auprès de ces différents stakeholders? Elle est un petit peu compliquée, ma question, mais j'aimerais que tu nous dises de ta perception. D'accord. Non, c'est intéressant parce que pour moi, c'est très simple. C'est une école de vente et d'entrepreneuriat. Ni plus, ni moins. Je suis une école de vente et d'entrepreneuriat. Et en sous-jacent de la vente et de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de confiance et beaucoup de liens. Donc, ce sont 2 choses que l'on développe au-delà des compétences que l'on transmet. Donc, quand tu dis il y a beaucoup de stakeholders, en fait, il y a les clients en premier lieu. Enfin, il y a les clients, les gens de la communauté, les gens qui, merci les amis, nous font confiance et nous achètent des formations. Ça me touche toujours autant. Après, effectivement, il y a l'équipe qui travaille avec nous, les salariés et tous les freelances qui travaillent autour de nous. C'est une vraie petite ruche. Et puis après, il y a les soutiens d'Envie, des investisseurs ou des sympathisants. Donc, c'est simple, en fait. Mais on est vraiment... c'est drôle que tu en aies cette vision de compliqué. Il va falloir que je simplifie la communication. Mais on voit... Il y a vous avez beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes très différentes. Tu vois, ça donne vraiment l'impression, en effet, d'une ruche. C'est une constellation de personnes bienveillantes. C'est un petit peu mon interprétation. Ouais. Et donc, c'est intéressant de savoir comment eux vous positionnent. Tu vois ce que je veux dire? Les amis de Envie, ou je sais pas, c'est un petit peu comme ça que je le perçois, moi. Ouais, j'adorerais leur demander, t'as raison.
Mais moi, je répète, tu sais, si tu veux, en fait, c'est plutôt... il faut se définir pas tant parce que l'on est que parce que l'on apporte comme bénéfice. Et moi, le bénéfice que j'apporte, c'est d'abord aux indépendants ou aux personnes qui se mettent à leur compte. J'ai envie de leur donner l'audace et les clés pour réussir à leur compte, pour aller générer leur propre chiffre d'affaires, pour aller vendre. Et ce n'est pas sale. C'est très bien la vente, c'est extrêmement noble. Et donc, on aide les personnes. Il y en a 3, 5, plus millions en France. Et donc, j'aimerais touché le maximum de personnes pour les aider à vendre plus et avoir de l'ambition. Et puis, de l'autre côté, il y a toutes les entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'apprendre à travailler avec cette myriade de nouveaux workers qui ne sont pas des salariés, mais ce sont un peu des salariés du dehors, finalement. Et c'est pas tant le statut qui te définit que ta compétence. Donc, à la limite, et c'est Laetitia Vito, que j'adore, qui écrivait ça dans un livre de référence, Du labeur à l'ouvrage, qui dit que finalement, les entreprises aujourd'hui, ce ne sont plus des monolithes fermés, mais ça devient des écosystèmes, des hubs de compétences. Et il y a certains éléments qui sont dedans, d'autres dehors, et on crée de la valeur autrement. Ouais. Et donc je fais aussi beaucoup de choses avec les entreprises, tu vois, pour essayer de comprendre cette transformation du travail, le rôle des managers, la collaboration avec des freelances et comment ça impacte le lien que j'ai avec mes salariés et tous les sujets autour du mapping des compétences. Enfin, tout ce qui est autour du futur du travail ne m'est pas étranger, puisque c'est là-dessus que j'ancre envie. Ouais. Si on parle plus particulièrement de vos clients, est-ce que tu pourrais nous dresser un aperçu du persona d'Envie? Qui sont ces personnes qui font appel à vos services? Est-ce qu'il y a j'imagine, des pain points qui sont récurrents? Et c'est dû à quoi, à ton avis? Eh bien, notre persona préféré, ce sont des personnes qui, comme nous, sont jeunes depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elles sont en deuxième partie de carrière, en fait. Ouais. Tu as passé 10, 20, 30 ou plus dans une entreprise et tout d'un coup, tu te dis, c'est le moment. Je vais travailler autrement. Je veux travailler à mon compte. C'est le bon moment pour moi. Mais tu as quand même cette peur du vide. C'est normal de passer à l'ouest. Donc, ce sont plutôt des femmes, étonnamment, mais il y a aussi les messieurs, vous êtes évidemment les bienvenus si vous êtes dans cette transition. Donc, on s'adresse à des personnes qui sont en train de faire la transition et se mettent à leur compte en solo, qui n'ont pas envie de faire de l'hypercroissance, d'être une scale-up, de lever, qui n'ont a priori pas tant que ça d'expertise tech, mais qui ont un vrai savoir-faire nourri depuis des années et qui ont besoin de hisser leur capacité de vendeur et de vendeuse au même niveau que leur expertise. Donc ça, c'est mon persona. Donc avocat, comptable, c'est quel type de profession? C'est ça, des consultants RSE, des consultants cybersécurité, des managers de transition, des artisans aussi, des commerçants. Ce sont des gens qui sont des TTPE, des TPE en fait. Donc ça, c'est ma cible pour la partie grand public. Et pour le reste, on travaille avec beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui s'interrogent sur toute cette transformation du travail, le future of work et l'asset humain qui est au cœur de toute transformation, en fait. Et pour moi, c'est facile, cette partie-là, parce que c'est vraiment le prolongement de la transformation numérique sur laquelle j'ai travaillé pendant 25 ans. C'est qu'aujourd'hui, c'est les mêmes questions se posent. C'est cette diversité nouvelle qu'apportent les nouveaux freelances. Mais comment est-ce qu'on va s'adosser à cette force-là pour accélérer la croissance et être compétitif? Quand tu es en contact avec ces populations-là, ton moteur intérieur, ta passion, c'est de leur transmettre quoi véritablement? C'est l'envie de vendre? C'est la capacité à vendre? Mais c'est la capacité à vivre de leur activité. Ouais. C'est de ne pas les laisser aller dans le mur parce la passion ne nourrit pas. Ça, c'est vraiment un message important. C'est super. Moi, j'adore ce que je fais. Tant mieux, c'est formidable. Mais il faut que tu arrives à en vivre et en vivre très confortablement, à la hauteur de ton expertise, à la hauteur de la valeur de ton art. Ouais. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'aimerais, tu vois, dans 10 ans, dans 15 ans, on dit, c'est les gens qui sont passés par Envie, mais par rapport à la moyenne des indépendants français, ils ont un niveau de revenu bien supérieur. Ouais. Voilà. Et ce qui me motive, c'est d'arriver
à allier finalement, à structurer, aider les gens à structurer leurs projets et pas partir dans le décor et rêver leur vie, en fait. C'est très difficile de créer sa boîte. C'est très exigeant. Ah, mais ça. Tu vois, et c'est pas parce que tu sais très bien faire quelque chose. L'expertise, la passion, ça ne nourrit pas. C'est affreux. Au début, tu as du bol, en fait. Puis quelques contacts, et puis tu as ton réseau qui t'amène 1, 2, 3 clients et tu penses que c'est fait. Puis à un moment, la source se tarit et tu n'as pas préparé la suite. Et là, c'est la catastrophe. C'est comme au marathon, c'est le mur des 30 km, quoi. Ouais. Donc, du coup, les accompagnements que vous faites, c'est quoi? Se structurer son business plan, mettre en place sa proposition de valeur, apprendre à vendre, donc des techniques de vente. Voilà. On leur apprend d'abord à travailler leur cible, à qui tu t'adresses, à cette cible-là. Pourquoi cette cible? De quoi a-t-elle besoin? Est-ce que toi, ce que tu sais vendre, ça correspond à un besoin prioritaire? Et puis, cette cible a-t-elle de l'argent? Ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des choses à des gens qui n'ont pas d'argent ou qui ne sont pas prêts à payer pour ce qu'ils savent très bien faire. C'est fâcheux. Donc, on travaille évidemment en profondeur les cibles, plus on connaît sa cible et plus on vend. Ensuite, il y a tout un travail sur ton offre. Souvent, je vois des gens qui ont des offres très faibles, très, très tièdes, en fait. Très peu distinctive. C'est très bien d'avoir beaucoup de concurrents. Moi, on m'a toujours dit, si t'en as pas, demande-toi si t'es un génie ou si c'est une fausse bonne idée. Moi, je trouve ça très stimulant d'avoir des concurrents, mais donc il faut un peu argumenter son propos ou bien muscler son offre pour qu'elle soit vraiment différente. Donc, c'est qu'est-ce qui est différent? Et c'est très difficile de se voir singulier. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on accompagne beaucoup les indépendants. Et après, effectivement, une fois que il y a un vrai besoin qui n'est pas adressé ou mal adressé, et toi, tu es la bonne personne avec ton offre pour y répondre. Alors, est-ce qu'il y a un modèle économique? Comment tu vas gagner durablement de l'argent? Comment est-ce que tu prices? Donc ça, c'est ton socle pour bien vendre. Et après, une fois que tout ça est bien calé, alors on part à l'attaque des clients avec les dents. C'est comment mieux utiliser ton réseau, notamment en physique et en ligne, et comment est-ce qu'on apprend à prospecter, voilà. Top. J'aurais dû faire envie. Mais il n'est jamais trop tard. Catherine, je sais que tu es prise par le temps. Mais comme tout le monde, comme vous, donc, comme moi. On va faire une clôture rituelle. Voilà. J'aime les rituels. C'est tellement important, les rituels. Ça structure tellement les choses et ça rassure, ça crée. Tu vois, c'est un autre sujet, ça, qui est qu'est-ce qui crée l'appartenance aujourd'hui? Qu'on soit une grande ou une petite boîte, qu'est-ce qui crée du lien? What is the glue that binds us together? Eh bien, je crois que les rituels, ça y contribue grandement. Donc, on découvre le rituel. Ouh là là, j'ai peur. Alors, je m'assois, je prends un coup d'eau. 4 questions rapides. Ça va être rapide. Un mot que tu portes en toi aujourd'hui? Un mot, là, que je porte? Gratitude. Un rituel ou une pratique qui te recentre? Le Barba Boost. Je t'expliquerai ce que c'est. Une vérité intérieure que tu n'osais pas dire avant? Je parlais peu de ma foi avant. J'avais l'impression que ça relevait davantage de la sphère privée, que c'était un peu gênant ou indécent de le faire. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai entendu un message qui est il faut témoigner. Dernière question. Si tu croisais la Catherine Barba d'il y a 10 ans, donc celle qui a 20 ans, que lui dirais-tu sans détour? N'oublie pas de mettre de la crème sur tes mains. Non, c'est très important. Mets-toi de la crème hydratante sur les mains. Non, parce que pour le reste, je lui dirais juste vas-y, fonce, tu vois, ça va être génial. Merci Catherine Barba. Merci à toi Solène. Et c'était une super première, bravo. Vous nous le direz les amis, j'espère. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté From Within. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. Et pour aller plus loin, vous pouvez également vous abonner à la newsletter FinScale sur Substack. Vous y retrouverez réflexions, ressources et outils pour avancer à la croisée du business et du développement intérieur. À très bientôt!